Bonjour à tous, donc bienvenue à Cetapi Containment Fibre Végétale. Merci tout d'abord d'être présent pour cette réunion d'information qui a pour but de vous apporter des éléments de compréhension sur le marché des fibres végétales techniques pour matériaux, avec notamment des éléments chiffrés. Donc nous allons répondre aux questions qui sont souvent posées sur les fibres végétales, que ce soit notamment sur leur disponibilité ou sur la réalité des marchés actuels. Donc, comme vous le voyez sur cette slide, ce webinaire s'appuie sur un document qui est le Memento 2020, panorama des marchés fibres végétales techniques à usage matériaux hors bois. Donc, c'est un document qui a été financé par l'ADEME et France Agrimaire et grâce à l'appui d'un grand nombre d'acteurs des filières fibres végétales en France, dont certains sont parmi les participants aujourd'hui. Et donc, ce Memento 2020 a été réalisé et coordonné par la société d'innovation FRD, donc qui est représentée aujourd'hui par son directeur Pierre Bonneau, et le Polière. Donc, Pierre et moi, on va tout d'abord se présenter très rapidement. Pierre, je te laisse la parole pour te présenter. Oui, bonjour à vous, Pierre Bonneau. J'ai créé il y a 12 ans Fibre Recherche Développement, qui est un centre de ressources technologiques dédié aux fibres végétales, principalement agricoles, à usage matériaux. Voilà, et donc Jean Bosset, responsable innovation matériaux biosourcés au Polière, donc thématique qui couvre à la fois les fibres végétales, les polymères biosourcés, les composites pour des marchés comme le BTP, l'emballage, le transport et le sport et loisirs. Donc voilà, avant de vous présenter le déroulé du webinaire, sachez que vous pourrez interagir via la fonction Q&R, donc la petite fonction de chat, qui vous permet de poser des questions en direct, donc des questions qui seront du coup visibles pour tous. Et en fin de séance, vous pourrez également lever la main pour poser vos questions à l'oral. Voilà. Donc pour le déroulé du webinaire, donc Pierre et moi, on présentera le document dans son entièreté. Donc à la fois sur le contexte du document, les parties qui concernent à la fois les ressources, les chaînes de valeur, les perspectives d'évolution et les acteurs clés et les références. Et puis avant de commencer sur le document, on en profite pour faire un petit peu de pub sur 2 journées que l'on organise. Donc à la fois une journée sur le BTP qu'on organise avec le CODEM, donc sur l'enjeu de la massification des solutions biosourcées dans le BTP. Donc ça, ce sera sous format webinar. Et puis une journée en mai sous format webinar avec des rendez-vous B2B en ligne et donc qui portera sur le PLA. Voilà, donc je laisse la main à Pierre pour partager le mémento. Et du coup, vous commencez la présentation du document. Euh, donc, oui, donc vous devez avoir en plein écran le document. Donc, comme l'a dit Jean en introduction, c'est l'actualisation qui est parue en début d'année d'un document qu'on avait lancé dans un projet investissement d'avenir Symphonie en début 2017, qui a été le fruit d'un comité de pilotage d'une quinzaine de partenaires et a souligné le rôle clé de l'ADEME qui a financé l'intégralité de l'opération. Voilà, la mise en page et la conception grâce à l'appui d'Interchamps et la qualité des données fournies, tout particulièrement par France Agrimaire et l'ensemble des 3 personnes et structures sont représentées par Virginie Leravallec de l'ADEME, Nathalie Fichot d'Interchamps et Loïc Monod de France Agrimaire notamment. L'idée, c'était de donner une lisibilité sur la disponibilité de cette ressource et sur les usages actuels. Donc, c'est un document qu'on voudrait et qu'on espérait faire perdurer dans la durée. Alors, le sommaire, c'est 4 parties clés, les ressources, les chaînes de valeur et les marchés associés. L'ADEME avait souhaité qu'il y ait des perspectives d'évolution, on y reviendra,
et bien évidemment pouvoir naviguer dans nos filières, les expliquer, les acteurs clés. C'est le point qui est prévu. Donc c'est un document qui est public, donc n'hésitez pas à le diffuser largement. Sur le site des FRD, il y a eu plusieurs centaines de téléchargements, donc s'il y a eu des oublis d'envoi, c'est involontaire, on fera le nécessaire. Mais la quinzaine de partenaires a vocation à le diffuser, en particulier l'ADEME et les interprofessions associées. Sur la ressource, si on fait un focus, un des points clés dans chacune des versions du Memento, c'est de faire un point sur le degré de maturité d'utilisation de ces ressources. Alors, ce sont des présentations qui sont faites à dire d'experts, qui sont le fruit du consensus entre les partenaires, mais cette présentation-là évolue au gré des versions et au gré de l'actualité des filières industrielles. Donc, on a fait 3 catégories. La catégorie des fibres largement utilisées, le lin, le chanvre. La catégorie des fibres dont le développement se fait de plus en plus, avec des réalités de marché. Bon, la paille de céréales, de lin oléagineux sont des réalités. Et puis, un certain nombre d'autres filières qui sont en phase de R&D active, mais pour lesquelles il n'y a pas encore forcément de mise en marché. Voilà. Bon, le miscanthus, dans cette présentation, a une place un peu intermédiaire dans ce cadre-là. Et de nouvelles ressources vont être intégrées prochainement. Donc, il y a une filière herbe pour matériaux d'isolation qui se met en place, notamment avec Graviterm. Donc, c'est un point qui est important dans ce cadre-là. Donc, le périmètre évolue. Le périmètre est basé sur des réalités de marché. Le périmètre n'est jamais figé, voilà, et c'est le fruit de consensus. Donc, on est parti sur des cultures dédiées, lin, fibre, chanvre et miscanthus. Et puis, donc, c'est des cultures qui sont utilisées pour la finalité matériaux et assimilés, et des coproduits agricoles dont l'activité principale est le grain, mais dont les pailles peuvent être valorisées. Donc, l'idée, c'est de faire un focus derrière les filières. Donc, si on prend l'exemple en hommage à Nathalie Interchambre, la filière chanvre, l'idée, c'est que vous retrouverez dans le Memento en fait une présentation de chacune des principales cultures en quelques mots, les zones de production avec les surfaces, les localisations par grande région, les rendements. Tous les rendements sont donnés en tonnes de matière brute hectare, c'est-à-dire que quand les pailles sont séchées, il y a toujours 12 à 15% d'humidité résiduelle. Et on donne l'évolution des surfaces dans le temps et puis les décompositions des pailles. Donc une paille de chanvre permet de générer entre 27 et 30% de fibres de l'ordre du centimètre, autour de 50% de granulats, et il y a des résidus liés au défibrage, donc sous forme de poudre, 15 à 24%. Donc ce sont des variations qui sont liées au bassin de production, aux années de production, et ce sont des ordres de grandeur. Donc l'idée, c'est que pour le lin, pour le chanvre, et puis pour le miscanthus, donc une vision détaillée pour les cultures dédiées et des focus sur les coproduits agricoles. Donc, on a couvert toutes les pailles de céréales. Alors, dans les pailles de céréales, c'est le blé, tendre ou dur, les orges, l'avoine, mais aussi la paille de riz. Voilà. Les pailles de colza, les cannes de tournesol. Et puis, on a aussi 2 coproduits que sont les pailles de lin oléagineux. Et comme il y a des micro-marchés ponctuels, agrafes de vigne, etc., ou caisses à vendanger, tout ce qui est cèpe et sarmentie. Voilà. Bon, le comité de pilotage a souhaité faire des focus sur des marchés qui se développent nationalement, localement, ou des premières phases de démonstration. Donc, il y a des balles de céréales, balles de riz, balles d'avoine qui sont utilisées en isolation.
Vous avez la photo qui est là et qui sont réunis dans le cadre de l'association Construire en Belle. Bon, il y a des premiers projets de R&D autour de l'ortie, notamment. Vous trouverez dans le document des éléments de ressources. Alors, en surface, donc les surfaces en jeu, donc ce sont des surfaces issues d'Agreste et de France Agrimaire, et la répartition de ces surfaces dans ce cadre-là. Alors, je rappelle que depuis plusieurs années, depuis une étude faite avec l'ADEME par FRD, qui est toujours sur le site de l'ADEME en 2011, on a défini la notion de fibre technique. Donc, je redis, ce focus est important, c'est que les filières comme le lin génèrent des fibres longues, courtes, des anas ou des poussières. Dans le champ, on parle de fibres techniques ou de chaîne-motte, etc., etc. Donc, l'idée, c'était d'avoir un langage commun. Donc, dans le mémento, vous trouverez les ressources selon la longueur des fibres. Donc, fibres de l'ordre du décimètre, fibres de l'ordre du centimètre et fibres de l'ordre du millimètre, où là, on a plutôt des granulats ou des farines de l'ordre du micromètre. Donc, c'est important parce que c'est ce qui structure toute la lecture du document. Alors, une fois qu'on a dit qu'il y avait les surfaces, il est important d'avoir en tête que par définition, toutes les biomasses ne disposent pas de toutes les diversités de granulométrie avec la définition qu'on a mis en place tout à l'heure. Donc, le lin et le chanvre ont bien sûr des fibres de l'ordre du décimètre, mais il est beaucoup plus compliqué, voire impossible technologiquement aujourd'hui, en tout cas à des prix économiquement viables et avec des techniques classiques de défibrage, de sortir des fibres de l'ordre du décimètre sur les pailles de céréales. Donc, c'est important parce que la granulométrie, la capacité à sortir des fibres ou des granulats d'une certaine dimension, donne la capacité à rentrer dans différents marchés selon les procédés en place. Alors, pour des études, il est toujours intéressant d'avoir des rendements matière. Donc, vous avez toutes les données de rendement moyen paille hectare en tonnes de matière brute, c'est-à-dire avec l'humidité résiduelle par culture en France, et les ventilations des ratios de transformation selon les types de granulométrie. Donc, ce sont des ratios moyens issus de statistiques officielles du ministère de l'Agriculture ou des interprofessions. C'est un point qui est important. Ces ratios nous ont permis de sortir des volumes de fibres par type de longueur. Donc, vous aurez ces éléments détaillés dans le mémento. Et nous ont permis de localiser, grosso modo, ces productions par type de fibre. Donc, il y a à peu près 10 millions théoriques de fibres en France, mais localisées différemment selon les types de fibres. Donc, bien sûr, les fibres longues désymétriques issues de la filière lin se retrouvent concentrées plutôt dans les régions de production de lin, Normandie, Hauts-de-France. Et les granulats sont répartis différemment à l'échelle de la France. Voilà. Alors, on a pu croiser ça avec des données d'usage. Données d'usage pour la France. Et d'après nos estimations, il y aurait à peu près 280 à 280 000 tonnes de biomasse utilisées tous les ans en France dans le domaine des matériaux. Bon, vous voyez que sur ce total, c'est le lin et le chanvre principalement qui ressortent. Que ce sont majoritairement des granulats à 80%, et c'est essentiellement le secteur des panneaux et des bétons qui utilisent ces granulats. Bon, sur les fibres, c'est 16% de ce volume, et ça part principalement dans le secteur automobile pour tout ce qui est non tissé, dans le domaine des isolants ou des pièces plastiques injectées. Tout ça est détaillé plus loin sur la partie marché. On a essayé de comparer ça avec des volumes de fibres utilisés dans les industries des matériaux.
Alors, dans notre esprit, il n'y a pas de concurrence entre ces fibres, hein. C'est bien parce que les fibres végétales ont des propriétés différenciantes qu'elles peuvent se développer. Il ne faut pas prendre ces graphiques comme la mise en concurrence. C'est plus une réponse partielle aux gens qui disent qu'il n'y a pas forcément la ressource disponible. Donc, ça donne des ordres de grandeur par rapport à la production française de fibres de verre ou de fibres de carbone au niveau des fibres. Et on a fait la même chose au niveau des granulats végétaux vis-à-vis des granulats minéraux donnés par l'interprofession, donc l'Union nationale des producteurs de granulats, l'UNPG. Bon, sachant que les granulats végétaux sont utilisés essentiellement dans le domaine des produits en béton. Donc, s'il y avait comparaison à faire, c'est essentiellement sur ces bâtonnets qu'il faut regarder, sachant que là aussi, vu les volumes en jeu, on n'est pas du tout dans des logiques de concurrence. Voilà rapidement sur la partie ressources. Jean, on avait noté de prendre une première série de questions à ce niveau-là. Oui, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas avec la partie Q&R. Et du coup, on vous répondra à l'oral. Sinon, si vous n'avez pas de questions et que vous les réservez à la fin, on pourra échanger à la fin sans souci. Je ne vois pas de questions, donc je propose de dérouler. Oui. Bon, il y avait pas mal de débats à une époque sur les données d'inventaire de cycle de vie rattachées aux fibres naturelles. Il était important que un memento, c'est avant tout l'idée d'un memento statistique, un memento pour donner des ratios et des chiffres officiels ou en tout cas cohérents, pour pas que dans les travaux de R&D ou de marché, on parte sur des chiffres erronés. Donc, il y a 2 pages sur les données d'inventaire de cycle de vie qui sont rattachées notamment sur des sources ADEME, mais pas uniquement. Et dans des ICV, alors ça peut paraître trivial, hein, sans doute autour du webinaire, dans les participants, il y a des spécialistes d'ACV, mais il n'y avait pas toujours de sources fiables pour tout ce qui était proportion de carbone en matière sèche, dans la matière sèche, ou allocation massique et économique par culture et par produit. Voilà. C'est important que vous ayez ce type d'informations qui sont pour le lin et le chanvre issus d'une étude financée par l'ADEME, réalisée par Cantis, Ecotechnilin et FRD, qui est publique sur le site de l'ADEME depuis 2017. Les données sont accessibles auprès du service forêt, alimentation et bioéconomie de l'ADEME sur Angers. Et il était prévu avant le confinement que ces données, à l'issue du séminaire annuel de fin avril d'Agribalise, qui est la base de données ACV commune entre l'INRA et l'ADEME, que ces données soient définitivement agrégées dans la base de données Agribalise et accessibles largement, indépendamment d'un contact direct avec le service forêt, alimentation, bioéconomie de l'ADEME. Voilà. Sachez aussi que sur le Miscanthus, on est parti sur des données fournies par France Miscanthus et l'INRA, notamment dans le cadre du projet Biomass for the Future. Bon, j'ai échangé avec certains acteurs de la filière Miscanthus. C'est des données d'ACV qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Donc, ce qui confirme le fait qu'on souhaitait fournir ce type d'informations dans le même temps. Alors, dans le cadre de la version 2020, grâce à Nathalie Fichot, directrice d'Interchambre, on a clarifié la chaîne de valeur. Non pas que ces chaînes de valeur n'étaient pas formalisées dans les versions précédentes, mais grâce aux très beaux documents et efforts de communication d'Interchambre, Nathalie, qui a coordonné la mise en page et la conception du document, et FRD IAR l'ayant rédigé, on a souhaité redonner du sens
dans cette partie-là. L'idée, c'est que vous avez toutes les étapes de transformation, de la sélection variétale présente bien sûr dans ces filières et la production de semences, l'intervention des instituts techniques auprès des organismes de production et des agriculteurs pour aider au développement de la culture de ces plantes. Un certain nombre de ces cultures donnent de la paille et des graines. Et souvent, on a un ou plusieurs produits ou coproduits au-delà de la graine, donc fibres, granulats et poussière. C'était la présentation qu'on a faite derrière, qui permettent de rentrer dans différents schémas de valorisation. Alors, le code couleur qu'a retenu Nathalie, c'est un vert foncé pour tout ce qui est produit fini. Donc, un granulat donne un béton végétal ou un panneau de particules. Voilà. Ou des semi-produits, c'est-à-dire des produits intermédiaires nécessaires à la production des produits finis. Donc, quand une fibre de chanvre est broyée à l'heure du millimètre, ça rentre dans le produit semi-fini qui est un compound, qui est lui-même un produit intermédiaire qui sert à la fabrication et l'injection de pièces plastiques injectées en fibre végétale en mélange avec une matrice, par exemple, polyolefine type polypropylène. Donc, vous avez tous ces schémas qui peuvent être mis en œuvre de manière distincte selon les filières et selon la capacité de chacune des biomasses à donner tout ou partie des matières qui sont les fibres décimétriques, centimétriques, granulats. Bon, on rappelle qu'on n'est pas dans des logiques de concurrence, donc nos matières végétales se développent parce qu'elles ont des avantages différenciants. Un des principaux avantages, c'est la légèreté, mais ce n'est pas le seul. Les propriétés mécaniques, d'isolation, thermique, marché de l'isolation est un bon exemple. Les capacités d'amortissement des vibrations dans le sport et loisirs, notamment, et etc. etc. Voilà, donc c'est la chaîne de valeur qui est le point clé de l'approche. Et donc, dans ce cadre-là, qui fait qu'on a tout un tissu d'industriels en matière d'étapes de transformation. Donc, on a essayé de localiser l'ensemble des acteurs de la première et deuxième transformation. Vous avez le nombre d'acteurs intervenant par type de biomasse dans ces étapes de première transformation. Quand elles étaient disponibles, les employés, le nombre d'exploitations associées. Et ce qui est important aussi, c'est d'avoir une projection sur les volumes utilisés et les ratios d'incorporation en fibres végétales. Donc, les segments de marché qu'on utilise depuis plusieurs années, c'est 4 grands segments. Les isolants, qui peuvent être soit souples, donc laine ou panneaux de chanvre, de lin, plus récemment d'herbe. Les isolants de remplissage, c'est essentiellement les bottes de paille. Les bétons biosourcés, enduits et mortiers. Donc là, on utilise des granulats et on les incorpore entre 20 à 50% en masse. Et donc les panneaux de particules, on utilise des granulats. Et puis, bon, il y a eu un gros débat sémantique, on les a regroupés sous la famille des composites. On a les pièces plastiques injectées, qui utilisent des fibres de l'ordre du millimètre, qui sont incorporées à 20 à 30%, et les pièces thermocompressées à base de non tissés, où on utilise donc des non tissés à 50% en masse, ou des composites à fibres continues, où là on utilise tous les savoir-faire textiles, notamment de la filière lin, pour faire des rubans, des tissus et des renforts unidirectionnels, c'est-à-dire orientés sur une seule direction, ou multi-axiaux sur plusieurs directions. Bon, là, les taux d'incorporation varient selon les technologies composites, 30 à 50%. Alors, aujourd'hui, les données de ressources sont ultra fiables. Les données d'usage
sont plutôt à prendre en ordre de grandeur parce que le système statistique disponible est plus ou moins fiable dans notre secteur. Donc, toutes les sources sont détaillées dans la suite du Memento et dans la bibliographie utilisée pour chacun de ces marchés. Bon, là, pour des questions de communication, on ne l'a pas remis sur ce tableau de synthèse, mais vous le retrouverez dans les pages suivantes du Memento. Bon, il faut savoir qu'en volume, le plus gros marché d'utilisation, ce sont les marchés des panneaux de particules allégés, à base d'anadelin notamment. Le deuxième marché en volume, c'est le marché des bétons. Alors là, attention, le périmètre du Memento n'a retenu que l'ensemble des biomasses agricoles hors bois. Donc là, on retrouve que les volumes de béton de chanvre. Vous ne retrouvez là que les volumes de produits finis, j'insiste là-dessus. S'il y avait les bétons de bois qui sont l'autre type de béton végétal utilisé, les chiffres, bien évidemment, seraient différents sur la ligne béton. C'est un choix méthodologique qui a été fait par le comité de pilotage pour avoir un focus spécifique sur les biomasses agricoles et assimilées. Troisième type de marché, c'est le marché des isolants, donc isolants souples, donc à base de chanvre, de lin olagineux ou de paille de riz, plus récemment. C'est un marché où donc source AICB, Cavac Biomatériaux et un certain nombre d'acteurs, sur lequel il y a débat. Un certain nombre d'acteurs considèrent que c'est une version basse des données. On va discuter sur cette partie-là. Et 4600 tonnes de paille utilisée dans le cadre de la construction de maisons à ossature et remplissage paille. Les autres marchés, c'est le marché des pièces plastiques injectées, 6000 tonnes de produits finis, puis de non tissés. Ça, c'est la réalité des marchés. Sur les composites à fibre continue, on a mis une petite précision, ce sont les capacités de production. Voilà. Donc, petite nuance sur cette partie-là. Alors, si on fait un focus par marché, le premier, donc sur chacun des marchés, on a souhaité présenter les mêmes types d'informations. Un focus global sur l'ensemble du marché de l'isolation et des isolants souples en général, et pas forcément lié aux matières biosourcées. Là, citer que le marché de l'isolation en France, dans les dernières sources fiables connues, était de l'ordre de 245 millions de mètres carrés en surface. Voilà. Puis, on fait un focus sur le marché des matériaux biosourcés dans le périmètre du Memento. Donc, c'est important parce que le marché de l'isolation biosourcée en France, d'après la ICB, c'est 8% du marché de l'isolation. Mais ce marché de l'isolation biosourcée comprend la ouate de cellulose, comprend les isolants à base de fibres de bois, comprend les produits issus du recyclage de jeans avec le relais, le métis notamment. Donc, tous ces éléments qui sont bien évidemment dans le marché des isolants biosourcés ne se retrouvent pas dans le scope du Memento. Donc, j'insiste là-dessus parce que c'est souvent un point de discussion quand on présente les résultats du Memento. Oui, le marché de l'isolation biosourcée est de 8%. Oui, elle est très importante. Là, avec le scope, on se retrouve à 3% du marché en valeur. Donc, c'est un point qui est loin d'être neutre au jour d'aujourd'hui. Pierre, on a un certain nombre de questions. On les traitera, je pense, plutôt à la fin, parce que là, on en a 10 qui concernent à la fois les parties marché, les parties plutôt allocation de certaines fibres sur certaines valorisations. Ce sera, je pense, plus simple de les traiter, mais en tout cas, on prend bien en compte l'ensemble de vos questions.
Donc, je te propose, Pierre, de continuer à dérouler et puis qu'on puisse avoir une dizaine de minutes à la fin Ok. pour échanger avec tout le monde. Merci. Donc, dans ce cadre-là, on fait un focus aussi sur les chaînes de valeur de transformation de la partie récolte paille jusqu'au produit fini, en mettant en avant un certain nombre de ratios. Donc là, en fait, on s'est calé pour obtenir 100 kg de… Alors, c'est un choix, hein. On a une approche en masse. On aurait pu l'avoir en volume, mais l'idée, c'était d'avoir des approches homogènes pour l'ensemble des matériaux. Donc, pour avoir un équivalent 100 kg isolant souple, ça demande combien de fibres et quel type de fibres. Donc, 92 kg de fibres centimétriques et combien de tonnage de paille. Et donc là, on est à 300 à 400 kg de paille, soit de chanvre, soit de lin olagineux, soit de lin fibre. Et les 300 à 400 kg, ça dépend des rendements d'extraction de ces fibres décimétriques pour le chanvre, qui est différent des ratios d'extraction des fibres centimétriques de lin olagineux, qui est différent des ratios de lin fibre. Voilà. Comme depuis 2 ans, 3 ans, il y a une production d'isolants de paille de riz, vous avez les ratios de transformation sur le riz. Et dans la version anglaise du Memento France, qui est en train d'être fait, qui devrait sortir entre courant de l'été, au pire à la rentrée, en lien avec Interchange, la CELC, IAR, on va rajouter la partie isolant herbe sur cette partie-là. Voilà sur cet exemple-là. Bon, le marché des isolants de remplissage à base de paille, bon, c'est un marché spécifique. Donc 4600 tonnes de paille de céréales utilisées d'après le réseau français de construction en paille, le RFCP. Ce sont des données qui n'ont pas changé, donc qui datent de l'enquête du RFCP de 2016, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'études depuis et que le rythme de chantier annoncé officiellement par le RFCP n'a pas bougé depuis, même si vraisemblablement la dynamique fait qu'elle est fortement en croissance en France grâce à une très bonne animation territoriale. Sans doute ces chiffres sont là aussi sous-estimés. Donc je passe parce que c'est structuré de la même façon. Vous verrez les ratios, vous verrez aussi les repères, volume de biomasse utilisé, taux de croissance derrière, principaux avantages marché et quelques exemples d'illustration. Alors les crédits photos, hein, contrairement à la version précédente, ne sont pas mises derrière chacune des photos, mais elles sont centralisées dans la page de remerciement au début du Memento. Sur le panneau des marchés des panneaux de particules allégées, je rappelle que depuis plus de 60 ans existe en Europe un tissu de production de producteurs de panneaux de particules à base de lin. Ces panneaux sont quasiment 2 fois plus légers que les panneaux 100% bois. Du fait de la richesse en phosphate des anneaux de lin, c'est utilisé notamment dans un micro-marché des porte-feux. Il y a 2 acteurs en France qui interviennent, il y en a un peu plus à l'échelle européenne. Et c'est le plus gros volume de production de matériaux biosourcés en France à base de fibres végétales hors bois. Voilà ce qui semble être clé sur ce marché. Bon, le marché des bétons végétaux, c'est essentiellement aujourd'hui le marché du béton de chanvre, qui est animé au niveau national par Construire en chanvre, qui, comme la filière paille, bénéficie de règles professionnelles. Donc, dans le cadre du béton de chanvre depuis 2007, dans le cadre de la construction paille depuis 2012, règles professionnelles qui rendent assurables ces systèmes constructifs. Dans le cas du béton de chanvre, Construire en chanvre, et Nathalie qui interviendra pour en dire 2 mots si nécessaire, au niveau d'Interchanvre et de Construire en chanvre, ces règles professionnelles sont en train d'évoluer. Le chanvre ayant été retenu grâce au travail de Nathalie et d'Interchanvre et de Construire en chanvre dans des bâtiments du village olympique. Voilà, avec des très très bons résultats de comportement au feu, notamment, comme la filière paille également.
Donc là, vous avez tous les ratios classiques de transformation. Bon, là, on a pris un ratio de mise en œuvre mur. Je rappelle que les règles professionnelles valent pour des mises en œuvre mur, chape ou isolation de toiture notamment. Donc bien sûr, les formulations peuvent changer selon les usages dans le cadre des bétons végétaux. Voilà. Sur le marché de l'injection, aujourd'hui, cet usage est en train de récolter, en tout cas avant le confinement, était en train de récolter le fruit de plusieurs décennies de travail comme les autres filières précédentes, avec différents acteurs, mais notamment dans l'automobile, c'est Forestia, APM qui intervient. Voilà, il y a un taux de croissance parmi les plus élevés au jour d'aujourd'hui, en sachant qu'on part de volumes relativement faibles au démarrage et une quinzaine de pièces utilisées à l'échelle mondiale chez différents constructeurs automobiles. Bon, l'usage le plus ancien dans l'automobile depuis plus d'une vingtaine d'années, ce sont les pièces thermocompressées à base de non-tissé, puisque notamment en Allemagne, certains constructeurs sont assez friands de ces types de produits, Mercedes, BMW, Volvo par exemple. C'est la plus grosse utilisation de fibres végétales aujourd'hui, fibres centimétriques, hein, si on exclut les granulats. Bon, avec un tissu européen qui est bien rodé, en France c'est côté client notamment qui intervient sur ce sujet. Voilà, mais c'est des technologies qui dépendent de choix et de process faits par les constructeurs automobiles. Les taux de croissance sont dépendants en fait de la dynamique des constructeurs automobiles associés. Et puis les développements depuis une dizaine d'années, grâce à la filière lin et plus récemment la filière chanvre, qui valorise essentiellement aujourd'hui la fibre longue disponible sur les marchés qui sont la fibre de lin. Donc le marché des composites, où la capacité de production en France est de 7000 tonnes. Bon, la France représentant la plus grosse capacité de production au niveau européen. Donc, on est en train d'actualiser avec la CELC ces chiffres au niveau Europe. Mais bon, ils ne devraient pas changer considérablement derrière. Donc, en résumé, Memento dit statistiques, vous avez les taux d'incorporation des fibres dans les différents matériaux et produits qu'on a. On a mis des petites astérix parce que selon les filières matériaux, ces données d'incorporation sont données historiquement en volume ou en masse. Voilà, donc bon, c'est essentiellement en masse, mais il y a quelques filières qui résonnent en volume. Donc, on l'a signalé dans ce cadre-là. Jean, tu veux reprendre les questions là ou passer Non, je pense que ce sera le plus simple, c'est qu'on déroule le plus rapidement possible les éléments. Donc, et puis après, on pourra aborder les questions. Donc, effectivement, merci hein, Pierre pour la présentation de tous ces éléments-là, que ce soit sur la partie ressources et sur les parties marché. Du coup, pour compléter le propos, effectivement, les produits qui sont sortis sur le marché sont vraiment issus d'une dynamique d'innovation qui date pas d'hier. Donc, comme Pierre l'a précisé, des panneaux de lin étaient déjà sortis dans les années 50-60. Le secteur de la construction a également introduit le premier béton de chanvre dans les années 80. Et puis, comme le soulignait Pierre, effectivement, les isolants chanvre notamment, et encore pour le bâtiment et pour l'automobile, les non tissés sont apparus dans les années 80-90 à base de fibres végétales, et le premier copain de PP chanvre en 2001. Donc, en fait, après, au niveau du pôle, ce qu'on s'est intéressé, c'est sur la base de notre base de données des projets d'innovation matériaux biosourcés, on s'est concentré sur les projets liés aux fibres végétales. Donc là, c'est le graphique où vous pouvez voir le nombre de projets qui ont été lancés entre 2000 et 2019. Et on peut voir effectivement qu'entre 2010 et 2020, on a une augmentation hein, des projets qui portent sur les fibres végétales.
Et donc, sur cette base-là, en fait, on a fait l'exercice pour l'ADEME de sélectionner une quarantaine de projets donc, qui sont récents, donc soit en cours ou finalisés depuis moins de 5 ans et à finalité applicative, donc avec vraiment des logiques de projection. Et on en a tiré en fait 3 familles d'enseignements. C'est que on va dire que les projets portent essentiellement soit sur du lin, soit sur du chanvre, soit sur du miscanthus, ou après des pailles d'oléagineux, comme par exemple le colza, le tournesol, ou encore des pailles de sorgho. Donc ça, vous pourrez consulter le document pour avoir un peu plus de précision sur ces éléments-là. Après, un second enseignement, c'est que on a la majorité des projets d'innovation qui portent sur le secteur du transport et du bâtiment. Il y a d'autres marchés applicatifs qui existent comme le textile, l'ameublement et également l'emballage. Et dernier enseignement, c'est qu'on a 10% des projets qui ont débouché sur de la mise sur le marché de matériaux. Et le reste des projets soit conduisent à d'autres projets qui permettent de compléter la levée de certains freins, et d'autres projets consistent à l'acquisition de connaissances et de savoir-faire, donc pour des mises sur le marché qui pourraient avoir lieu plusieurs années plus tard, ou après des changements de stratégie dans certaines sociétés. Donc un petit point très rapide sur les axes R&D qu'on peut observer. Donc généralement, l'intérêt, c'est de présenter un ratio propriété-coût supérieur au standard actuel pour être compétitif. Donc, on va forcément parler de performance des matériaux biosourcés, d'optimisation des coûts de production, l'adaptation à des standards en termes de process. Également, toute la partie anticipation de la fin de vie des matériaux biosourcés, qui est forcément important, parce que si aujourd'hui vous développez un matériau qui demain ne peut pas être valorisé en fin de vie, votre marché il peut être très très vite bloqué. Et puis, dernier point qui est important, et c'est un petit peu l'objet du webinaire aujourd'hui, c'est d'améliorer la communication sur les matériaux biosourcés et sur le savoir-faire des acteurs. Et donc, tous ces éléments-là rentrent forcément dans les priorités ADEME en complément d'une démarche d'économie circulaire et de réduction des impacts environnementaux. Et puis, à la suite de ce document-là, donc en fait, on a demandé à deux acteurs, à la fois de l'automobile et du bâtiment, donc Forestia, équipementier automobile, et Parex Lanco, qui est spécialiste de la protection, de l'isolation et de la décoration des façades. Donc, ces deux acteurs-là ont témoigné pour montrer un petit peu comment ils en sont arrivés à la mise sur le marché. Dans le cas de Forestia, c'est quand même une quinzaine de véhicules et 30 applications qui sont sur le marché aujourd'hui, ce qui représente quand même 13 millions de véhicules. Donc là, on voit bien l'aspect réalité des marchés. Et dans le cas de Parex Lanco, effectivement, la société a développé un produit de dressement biosourcé aux chambres, donc pour permettre l'isolation de murs extérieurs et intérieurs pour la restauration du bâtiment ancien. Donc, en tout cas, c'est deux témoignages qui sont intéressants pour tout industriel qui se pose des questions de se lancer sur ces sujets-là. Voilà, je te laisse la main du coup, Pierre, sur la suite, sur les perspectives d'évolution des marchés. Oui, donc pour compléter ce que vient de dire Jean, c'est l'idée de ce document et l'idée de l'ADEME, c'était de montrer aussi les liens entre programme de R&D et mise sur le marché et financement à l'innovation, notamment de l'ADEME, mais pas uniquement, et mise sur le marché. Et là, c'est deux exemples de réussite issus de projets de R&D basés sur des financements privés. Notamment, il n'y a pas uniquement que des fonds publics, basés sur des fonds publics. L'idée aussi et la demande qui a été faite par l'ADEME, c'était de faire un focus prospectif. Le problème des focus, on connaît tous les limites des focus prospectifs. C'est
c'est toujours délicat de mettre en avant des perspectives parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Bon, en tout cas, c'est un exercice qui permet de poser des hypothèses et qu'il ne faut pas prendre comme argent comptant. C'est surtout le raisonnement utilisé qui est important dans ce type de prospective. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est la compilation de toutes les projections faites dans différentes études de l'ADEME. Bon, il ne faut pas le prendre pour argent comptant, mais il faut que vous voyez une évolution dans le temps et des idées de projection. Bon, les projections ont fortement baissé au cours du temps. Hein. Si on reprend les projections faites dans les études de 2007 ou les études de 2014, à 20 ans, elles ne sont pas du tout dans les mêmes projections. Non pas parce qu'on est devenu plus pessimiste, mais parce que connaissant mieux les marchés, les mises en marché s'accélérant, se multipliant, on a pu donc affiner les visions marché qui deviennent de plus en plus réalistes sur nos segments d'application. Voilà. Bon, on peut débattre des hypothèses de croissance qu'on a prises. Vous les avez en tout cas décrites dans le document. Pour certains, elles vont paraître pas assez importantes, pour d'autres trop importantes. Bon, prenez ces éléments comme des éléments indicatifs utilisés dans des éléments. Voilà, disons théoriquement, si ces taux de croissance appliqués, qu'est-ce que ça pourrait donner et comment ça se traduirait en matière de surface. Voilà. Alors, je rappelle que dans la dernière étude de l'ADEME sur les perspectives de développement des produits biosourcés en France, il y avait eu des projections sur les fibres végétales. Bon, pour faire simple, on trouve à peu près les mêmes projections là, qui sont recalculées en ordre de grandeur. Là, on les a éclatées par culture dédiée et coproduits agricoles. C'est le fruit des surfaces existantes, des usages actuels et des taux de croissance estimés. Donc, tout ça issu du mémento. Voilà, on peut discuter, ça donne des idées, des ordres de grandeur de surfaces agricoles concernées en France. Voilà. Il ne faut pas forcément se dire à l'horizon 2035 que ça sera tel volume utilisé. Bon, c'est un ordre de grandeur qui est donné, tant pour les surfaces et volumes de biomasse que des types de fibres assimilées. Voilà, ça donne des tendances pour la suite, à voir comment elles vont évoluer au cours du temps. Voilà. Un zoom sur l'organisation des filières agricoles, Jean. Oui, Nathalie. si tu peux prendre la parole et puis présenter un petit peu le cas du chanvre et comment la filière est structurée. C'est là le principe d'une interprofession. On a deux collèges, un collège de producteurs au niveau du chanvre et un collège de transformateurs. On est une des rares filières agricoles à avoir toute la chaîne de valeur de la génétique aux produits finis qui appartient aux agriculteurs. Donc, du coup, c'était important pour nous de schématiser ce principe-là et de montrer qu'on était là pour donner les grandes orientations au niveau de l'État, principalement via les plans filières, puisque c'est ce qui permet de structurer les stratégies filières. Mais plus que l'organisation, moi je voulais intervenir parce que j'ai pas beaucoup de temps et que c'est pour moi important d'expliquer que ce mémento, il a une vraie valeur pour nous en tant que petite filière, pour crédibiliser toute la filière et tout le travail qu'on fait auprès de nos interlocuteurs politiques, entre autres. On était avec les interlocuteurs qui sont plus haut au sommet de l'État cette semaine. Et quand on leur a dit qu'on avait préparé un mémento pour montrer un peu tous les marchés, ils étaient vraiment preneurs. Donc voilà, pour moi, c'est très, très important ce mémento. Et on le diffuse aussi bien au niveau des eurodéputés que des députés, que des ministres ou des sénateurs. Donc, ils m'aident beaucoup, moi, pour faire des actions de lobbying et développer un peu plus les marchés du chanvre. Pierre, tout à l'heure, parlait des JO. Si on a réussi à avoir une partie des JO qui seront construits en béton de chanvre, c'est parce qu'il y a eu une innovation avec la préfabrication. Et donc, du coup, voilà, on a besoin de support pour faire notre lobbying. On ne peut pas faire du lobbying si on n'a pas
des perspectives à apporter aux politiques. Voilà ce que j'avais à dire en 2 mots. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Donc, nous, on a souhaité aussi, alors le Memento a été travaillé en lien étroit avec des interprofessions, interchambres tout particulièrement. La filière lin, alors le CIPALIN, qui est l'interprofession officielle, et la Confédération européenne du lin et du chanvre notamment. Et puis, vous avez cette vision aussi des principaux acteurs qui interviennent, interprofession, collège producteur, collège transformateur, institut technique. C'était pour nous aussi important de le mettre en avant, souvent parce que les industriels d'application nous posent pas mal de questions sur l'organisation des filières agricoles. Et donc, les ports d'entrée sont particulièrement les interprofessions. Donc, ça nous semblait important, au-delà de ce qu'a dit Nathalie, de le mettre en avant. Donc, oui, vas-y Jean. Oui, effectivement. Moi, après, sur le reste du document, vous avez effectivement l'ensemble des acteurs clés et les références. Donc ça, c'est si vous souhaitez aller plus loin dans la compréhension. Je ne sais pas si Pierre, tu veux préciser le glossaire technique, mais pour résumer, voilà, c'est des éléments qui permettent de bien préciser ce qu'on entend sur chacun des termes et également sur chacun des sigles, parce que forcément, ça fait appel à plusieurs types de filières, donc chacun a ses sigles. Et puis après, peut-être finir sur la fin du document et puis du coup répondre aux nombreuses questions. Là, on a pu en noter une quinzaine. On va essayer d'y répondre